Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du week-end, de ce début de week-end, de ce jeudi 7 janvier 2016. Voici tout de suite les titres qui seront développés dans ce journal. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin la cérémonie de lancement du programme national de la solidarité familiale à Demerjouk. Et de l'actualité régionale, notamment la réouverture officielle de l'université de Garissa, où 148 étudiants ont trouvé la mort. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rédaction. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin à Demerjouk la cérémonie officielle du lancement du programme national de la solidarité famille, accueilli à son arrivée sur les lieux par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, la secrétaire d'État à la solidarité nationale Zahra Youssouf Rayad, le préfet de la région d'Arta Abdellahi Darouki, ainsi que le président du conseil régional, le président Ismaël Omar Guelleh, s'est notamment fait un bain de foule avant de prendre place à la tribune officielle. l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Koumad, les membres du gouvernement et des parlementaires, les représentants des corps diplomatiques, mais encore les organisations internationales accréditées à Djibouti, les autorités civiles et militaires, ainsi que les chefs coutumiers de cette localité ont pris part à cette grande cérémonie de lancement du programme national de la solidarité famille. Ce programme novateur de transfert monétaire destiné aux ménages en situation d'extrême pauvreté a pour objectif global d'améliorer les conditions de vie des plus démunis. Cette initiative sera financée par le gouvernement dans le cadre du programme d'investissement national, le PIN. Les personnes qui vont bénéficier de ce programme recevront durant un an un montant de 18 000 francs Djibouti tous les 3 mois, et ce, en vue de combler le camp de l'insécurité alimentaire et de permettre aux ménages de mieux gérer les risques de la vie. Dans une intervention faite lors de cette cérémonie, le préfet de la région d'Arta a rappelé que la solidarité est un facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté. Écoutons-le.
Tout le monde s'accorde à dire la solidarité est une valeur caractéristique étroite liée au vécu quotidien de l'homme djiboutien. Je me permets donc de rendre hommage aux politiques qui se sont distingués par leur présence à cette cérémonie, parce qu'elles sont convaincues que la ligne politique du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, tout aussi humain et qu'optimiste, ouvrant un horizon porteur de bonnes promesses, le lendemain meilleur. La participation massive de la population d'Arta à cette importante cérémonie témoigne de leur volonté à consolider ce programme social. Il améliorera les conditions de vie des habitants bénéficiaires d'origine de la région d'Arta, appartenant aux couches les plus défavorisées. Les habitants d'Arta sont persuadés que le lancement de ce programme permettra de mettre fin à l'extrême pauvreté et à stimuler à la prospérité partagée et d'avoir la possibilité de créer nos enfants un monde qui ne se définit pas par des disparités, mais un monde viable où tout un chacun mange à sa faim. Un monde sans pauvreté, c'est un monde que nous voulons tous pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, toutes les générations futures. Je tiens en outre à féliciter la secrétaire d'État à la solidarité pour leur appui technique et leur efforts soutenus qui n'ont cessé de déployer pour une conduite transparente de ce programme vraiment utile. La solidarité, la culture, l'unité, l'égalité, la paix relève la responsabilité collective et des devoirs nationaux pour l'émergence d'une société équitable, juste et un Djibouti moderne sous la conduite éclairée de son Excellence, le Président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Je ne saurais terminer mes propos sans vous exprimer, Monsieur le Président, et encore une fois, toute notre gratitude pour vous assurer notre indéfectible soutien pour tous vos efforts visant à aiser notre pays. Au cours de cette cérémonie, le président du comité de ciblage de Damer Djouk, Hussein Hassan, ainsi qu'un membre du comité de plainte de la localité d'Alaïli Dada, Mme Assia Abdou Mohamed, ont tour à tour expliqué l'organisation et les différentes catégories institutionnelles de ce programme. Selon donc M. Hussein Hassan, un comité de pilotage est un comité technique qui ont été mis en place en vue de sélectionner les familles nécessiteuses. Nous avons, a-t-il dit, mené un travail très rigoureux de sélection. Ce programme, a-t-il dit, cible notamment les personnes les plus démunies, a-t-il indiqué. De son côté, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mme Zahri Youssouf Kayat, a remercié tout d'abord le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, d'avoir parrainé ce lancement officiel du programme. Le programme national de la solidarité familiale, a-t-elle dit, est un programme fondé sur le renforcement des solidarités et une redistribution des ressources basées sur l'équité et la justice sociale. Écoutons-la. Je voudrais tout d'abord adresser mes vifs remerciements au président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour avoir accepté de parrainer la présente cérémonie de lancement du premier programme national de transfert monétaire. Ceci témoigne, Monsieur le Président, de votre engagement permanent pour relever les défis liés à la pauvreté. Le PNSF est un programme fondé sur le renforcement des solidarités et sur une redistribution des ressources basées sur la justice et l'équité sociale. Son objectif général est de contribuer à la lutte contre la vulnérabilité et l'exclusion sociale des familles à travers une protection sociale intégrée. Le PNSF est donc une réponse pertinente à la pauvreté et aux inégalités sociales, car il permettra de poser les bases solides de la transition de l'urgence vers le développement. Il est une traduction directe des objectifs de la stratégie nationale des filets sociaux de sécurité, validée par le gouvernement en 2012, et cadre parfaitement avec la SCAP, plan d'action quinquennal de la vision 2035. Le PNSF constitue, avec le programme de l'assurance maladie universelle,
un véritable projet de société à travers l'institutionnalisation d'un système national de protection sociale intégré. Ce programme de transfert monétaire est novateur pour plusieurs raisons. Premièrement, il met l'identification et le ciblage des pauvres au centre de l'objectif. Des méthodes différentes de ciblage des bénéficiaires sont élaborées selon le milieu rural et urbain. Dans le milieu urbain, des enquêtes sociales de porte à porte et le calcul du niveau de bien-être de chaque ménage sont effectués. Second lieu, le montant du transfert monétaire, 18 000 francs, sera distribué trimestriellement à travers la CEPEC, l'institution de microfinance à Djibouti-Ville et Balbala, et par les trésoreries régionales du ministère du Budget dans les régions. Le transfert direct donne aux bénéficiaires la liberté de choisir leurs dépenses en fonction de leurs priorités en matière de besoins essentiels. Ce transfert monétaire, même modeste, contribue également à la croissance économique inclusive en soutenant la demande et garantit un revenu minimal pour les familles extrêmement pauvres. Troisièmement, chaque famille enregistrée dans notre programme va suivre des séances de sensibilisation sur des thématiques liées à la santé maternelle et infantile et au suivi de l'éducation des enfants. En plus, un programme de développement de compétences en vue de préparer leur autonomisation financière sera proposé aux femmes et aux jeunes déscolarisés de ces familles. L'objectif recherché par ces mesures d'accompagnement est de casser le cycle intergénérationnel de la pauvreté par le renforcement du capital humain et d'autre part de faciliter aux bénéficiaires l'accès à des opportunités d'emploi. L'Union nationale des femmes djiboutiennes est chargée de la sensibilisation et de l'exécution des mesures d'accompagnement à Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur. Monsieur le Président de la République, vous avez pris l'engagement ferme depuis l'INDS en 2007 et réaffirmé dans la vision 2035 de faire de la protection sociale et de la promotion de la solidarité une des priorités nationales. Vous l'aviez promis, vous l'avez réalisé. Ainsi, Monsieur le Président, une fois de plus, vous venez de démontrer par des actes concrets qu'un socle de protection sociale pour tous n'est pas une utopie. La protection sociale reste résolument un instrument efficace pour accroître la résilience des populations et l'égalité des chances pour tous. Investir dans la protection sociale ne coûte pas plus cher que de construire des infrastructures sociales. Elle n'est non plus l'apanage des pays développés. En effet, je tiens à souligner que le gouvernement s'est investi à accompagner financièrement le PNSF en mettant en place tous les moyens nécessaires afin d'améliorer les conditions socio-économiques de nos compatriotes les plus fragiles. Dans une allocution faite à cette occasion, le chef de l'État, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, a déclaré que ce programme national de la solidarité famille permettra d'accompagner les Djiboutiens les plus fragiles dans leur vie quotidienne. Il a affirmé que ce programme complétera également le paquet de services sociaux déjà mis en place par le secrétariat d'État à la solidarité familiale. Je vous propose d'écouter le discours du président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh. C'est pour moi aujourd'hui un honneur de me joindre à vous afin de parrainer cette cérémonie de lancement du programme national de transfert monétaire, une première dans notre pays. Je tiens donc à remercier la population et les autorités de Demerjog et d'Arta pour cet accueil chaleureux. Ma présence aujourd'hui parmi vous illustre l'intérêt tout particulier que j'accorde à la protection sociale à toutes les couches de la population et en particulier à celles et à ceux d'entre nous qui sont les plus démunis et les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, aider et accompagner nos concitoyens et notamment les plus démunis à améliorer leurs conditions de vie et de les soutenir activement dans leur ascension sociale reste un devoir humain et une priorité fondamentale pour laquelle mon gouvernement et moi-même sont engagés. Je voudrais exprimer ici la volonté du gouvernement
a placé la protection sociale au cœur de la vision 2035 et la stratégie SCAP en vue d'un développement soutenu du capital humain dans le cadre de la lutte contre la pauvreté extrême et les inégalités sociales. En 2012, le gouvernement a élaboré une stratégie nationale de protection sociale axée sur les filets sociaux de sécurité destinés aux couches les plus vulnérables et les plus démunies. L'un des éléments majeurs est la mise en place des programmes de transfert monétaire conditionnés et non conditionnés et la construction d'un système d'identification robuste des populations vulnérables appelé registre social. Ce programme national que nous lançons aujourd'hui s'inscrit donc dans cette vision et ses différentes stratégies. La protection sociale constitue une des priorités du gouvernement en vue de construire une république où toutes les personnes ont un accès universel à des services sociaux promotionnels, préventifs et curatifs de qualité sans forme d'exclusion sociale aucune. Une république nouvelle, orientée vers la lutte contre les injustices sociales et la promotion de l'accessibilité aux services sociaux de base, particulièrement pour les catégories les plus vulnérables et les plus défavorisées. Mesdames et messieurs, mon ambition à travers ce programme est de permettre à tous les Djiboutiens d'accéder à des services complémentaires, en l'occurrence des transferts monétaires, des soins de santé de qualité, l'accès à l'éducation de qualité, le développement des opportunités d'emploi et l'accès à la microfinance. Le programme national de solidarité famille constitue un investissement important pour la croissance économique. Il constitue en effet un moyen essentiel de briser le cycle de transmission intergénérationnelle de la pauvreté et faire reculer la pauvreté dans notre pays. Il symbolise enfin une démarche prioritaire dans la construction d'une république solidaire, prospère et émergente. Dès aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, plus de 16 000 familles bénéficieront non seulement de ce transfert monétaire, mais également des mesures d'accompagnement qui leur permettront de pouvoir améliorer leurs conditions de vie, au-delà de cette volonté politique basée sur une vision du développement économique et social dont la seule finalité est le plein épanouissement et le bien-être des citoyens. J'ai l'ambition d'inscrire l'action du gouvernement dans le sillage des engagements internationaux souscrits par notre pays. Notre ambition pour l'amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens est grande et notre détermination à mettre en place un système viable de protection sociale demeure inébranlable. Je souhaiterais saisir cette occasion pour appeler la communauté des donateurs et des partenaires au développement à apporter leur concours financier à ce programme de transfert monétaire destiné à lutter durablement contre la pauvreté extrême. Je déclare donc officiellement lancer le programme national de solidarité famille. Je vous remercie. Et en marge de la cérémonie d'ouverture, de lancement, le président Guelleh a écouté les explications d'une représentante du secrétariat d'État à la solidarité nationale sur les fonctionnements, les suivis ainsi que les objectifs de ce programme national de la solidarité famille. Le président Ismaïla Omar Guelleh a enfin procédé à la remise des cartes et des livrets du programme national de la solidarité famille à un échantillon des bénéficiaires. Il s'agit de Mme Amina Abdallah Ibtre, Mako Aden, Jam'iye et ainsi que Saïda Sougé qui ont eu ce carnet de ce programme national de la solidarité famille. C'est dans les milieux urbains. Ensuite,
Dès que les ménages sont enquêtés, nous calculons les niveaux de pauvreté, les niveaux de bien-être de chaque ménage en utilisant les proximity tests, ce qu'on appelle les PMT. Nous calculons les PMT et nous classifions ces ménages par niveau de pauvreté. Ensuite, nous avons une stratégie de communication et d'information pour appeler les ménages qui ont été identifiés. Nous invitons ces ménages à venir s'enregistrer au bureau. Donc ici, nous sommes au bureau d'enregistrement des ménages éligibles, les ménages qui ont été sélectionnés à partir du système informatique, le système scientifique. Nous faisons un contrôle des pièces d'identité. Donc au niveau des bureaux, nous avons des bureaux. Nous avons 5 bureaux dans les régions de l'intérieur et nous avons des bureaux au sein des arrondissements à Djibouti-Ville et à Belbala. Donc nous faisons des processus de contrôle des pièces d'identité et une fois contrôlées les pièces d'identité, nous procédons à l'inscription de ces ménages. C'est à ce moment-là que les ménages deviennent éligibles au programme, définitivement éligibles au programme. Dès que les ménages sont inscrits, nous éditons des cartes des bénéficiaires avec des photos et des livrets. Ça, ici, ce que vous voyez, c'est les livrets. Donc, carte des bénéficiaires avec les photos et les livrets, effectivement, avec les photos. C'était les processus de ciblage dans les milieux urbains. Les ciblages dans les milieux ruraux, il y a plusieurs niveaux de ciblage. Les premiers ciblages, c'est au niveau rural. Au niveau local, pardon, il y a les constitutions de comités. Il y a un comité de ciblage et un comité de plainte dans chaque localité. Ensuite, nous sensibilisons et formons ces comités sur les critères du programme, sur l'objectif du programme et les prestations et le résultat attendu de ces programmes. Ensuite, nous procédons à ce qu'on appelle des établissements des pré-listings. Nous établissons les pré-listings et ces pré-listings sont validés au niveau communautaire. Ensuite, nous procédons à la validation au niveau de la sous-préfecture. Donc il y a une validation au niveau communautaire, la lecture à haute voix, il y a le comité des ciblages, il y a le comité des plaintes, on lit la liste, on lit leur vulnérabilité et on dit que ces ménages est vulnérable. Ensuite, il y a la validation au niveau de la sous-préfecture. Au deuxième niveau de ciblage, c'est les ciblages dans les milieux, toujours dans les ciblages, mais au niveau régional. La validation au niveau régional. Donc, il y a le comité régional. C'est un comité qui est composé du préfet, du président du conseil régional, les directeurs des écoles, les directeurs de la santé, de l'éducation, l'INFD, qui procède à la validation. Ensuite, cette liste elle est envoyée au secrétariat d'État à la solidarité nationale. Donc, le secrétariat fait un processus de contrôle et vérification de ces données. Une fois que les données ont été vérifiées, nous procédons à l'enregistrement des ménages. Donc, on était à l'établissement des pré-listings. Là, nous arrivons à l'établissement de la liste. Et ensuite, nous éditons des cartes des bénéficiaires et des livrets. Ici, ce que vous voyez, c'est le système informatique que nous utilisons. C'est les MAS des programmes. Donc, nous utilisons les tablettes pour faire les enquêtes, que ce soit en milieu urbain ou rural. Nous avons une base de données avec un serveur. Notre application, c'est une application web. Nous utilisons web. Après les données des enquêtes, pour l'enregistrement, les données arrivent au niveau des bureaux, les bureaux d'enregistrement et de plaintes. Nous avons effectivement les plaintes dans ces bureaux-là. Et une fois que les ménages sont enregistrés, nous procédons à la distribution des cartes des bénéficiaires. À plusieurs femmes qui étaient présentes pour le lancement officiel de ce programme national de la solidarité famille ce matin à Demerjouk. Autre actualité nationale donc, c'est les préparatifs de la convention de l'Union pour la majorité présidentielle, l'UMP, qui va en bon train. Donc plusieurs jours donc. L'ancien club hippique qui abritera donc cette troisième fois la convention de l'UMP prévue pour demain soir, vendredi 8, grouille de monde. En effet, les équipes techniques de la RTD, animateurs comme caméramans, techniciens en tout genre, sont à pied d'œuvre pour vous faire vivre en direct cette convention de l'UMP qui est prévue demain soir à l'ancien club hippique, comme vous pouvez voir sur ces images. Le ministre djiboutien de l'énergie et des mines, Ali Haroun Mohamed, a été reçu mardi à Riyad, en Arabie Saoudite, par le ministre saoudien du pétrole et des ressources minérales, Ali Ben Ibrahim Al-Naimi. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale, ainsi que sur le développement des relations de coopération dans les domaines de l'énergie, des mines et du pétrole. Cette rencontre à laquelle a assisté l'ambassadeur de Djibouti en Arabie Saoudite, Diaedine Saïd Bamakrama, s'inscrit dans le cadre des
consultations entre les deux pays en vue d'élargir les horizons de la coopération bilatérale. D'autre part, le ministre djiboutien de l'énergie, Ali Yacoub Mahmoud, a tenu une réunion de travail avec Hachem Abdou Yemeni, président de la ville de Roi Abdullah, pour l'énergie atomique et renouvelable, en présence de l'ambassadeur de Djibouti à Riyad, Diaïdine Saïd Bamakrama, et ses proches collaborateurs. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays frères dans le domaine de l'énergie renouvelable. Autre actualité également dans cette édition, c'est des explorations à partir du ciel et par le biais de moyens techniques sophistiqués qui viennent de démarrer à Djibouti afin de découvrir d'éventuelles zones de prospection pétrolière ou gazière. Ces prospections seront menées à la fois sur la terre ferme ou encore dans la mer. Le gouvernement djiboutien a donc confié à une société canadienne dénommée Oyster Oil and Gas Company ces opérations de détection géophysique et par air. Le programme donc consiste à acquérir et analyser des données par sondage magnétotellurique et de gravimétrie sur une superficie s'étendant sur près de 3350 km². Cette superficie a été découpée en 4 zones ou blocs d'études. Les explorations aériennes se feront donc à la fois à l'intérieur du pays qu'au-dessus des zones maritimes de la République de Djibouti. C'est qu'on dénomme exploration offshore. Les premiers résultats de l'enquête seront présentés fin janvier, mais devront être affinés par une étude de traitement et d'inversion des données. Oyster Oil and Gas, qui a signé le contrat d'exploration avec le ministère de l'Énergie, s'appuiera sur une autre société britannique cette fois. Il s'agit de la Bridgeport Holding pour exécuter une autre partie de ces recherches. L'ONG WAMI a lancé aujourd'hui une opération de nettoyage de la plage Siesta en collaboration avec le secrétariat d'État chargé à la solidarité familiale et l'Office de la voirie de Djibouti ainsi que 3 associations locales. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'action bénévole lancé il y a un mois par l'ONG WAMI pour promouvoir la participation des jeunes dans les actions de volontariat. Le directeur du programme et projet auprès du WAMI, Abdelwaris Aden Ali, le représentant du secrétariat d'État chargé à la solidarité familiale, Ahmed Moussa Liban, ainsi que plusieurs jeunes du quartier ont assisté à cette action. On travaille en collaboration avec les Mozamat WAMI. Et puis c'est notre deuxième programme qu'on a avec les Mozamat WAMI. Et puis le premier programme, on est parti voir les réfugiés en leur portant de l'aide, en leur donnant de couverture contre le froid. Et puis ça, c'est le deuxième programme qu'on fait. Inch'Allah, il y aura aussi le troisième programme, partir visiter des hôpitaux afin de leur fournir des choses, besoins, la nutrition. Aussi, comme vous voyez, on a pu rendre la plage propre. C'était en collaboration avec l'Office de la voirie. Alhamdoulilah, j'envoie un message très clair aux jeunes djiboutiens de garder une très grande opportunité comme celle-ci de travailler avec les gouvernements main dans la main pour rendre le pays propre. Ça, c'est l'objectif civil, l'objectif gouvernemental ils doivent s'associer pour travailler ensemble, jeunes, vieux, femmes, hommes, tous, Inch'Allah. Les jeunes du quartier de PK12 de Balbala ont lancé à leur tour une campagne de sensibilisation sur la paix. Ils sont rentrés dans chaque foyer de ce grand quartier pour expliquer la notion de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Ils ont aussi échangé avec toutes les couches sociales pour consolider la paix nationale qui est la base même du succès et des retombées positives de tous les grands projets en cours dont les jeunes seront les premiers bénéficiaires. Cette campagne est très profitable, surtout aux jeunes qui sont l'avenir de notre cher pays. السلام عليكم. ماما مقعد. وعطى ويسو ماليات تاكد بالكاميرا. بعمل ركشه كاسه بالكور لو صورته. قال ويان. لا هم بنسيني كلام. اذكر غد.
nabadna waan jecelnahay bal ka waran nabadda haddii la weylaha maxaa dhici lahaa yaa dhibaata dhici lahayd oo waxaa dhici lahaa nin walba uu garanayaa hadda maanta waddanka joogiba uu garanayaa marka waxaad leenahay maxaa odhan lahayd macnaha ummadda nabadda sidaa u jirta odhan lahayd maxaa codsi siin lahayd ummadda anigu waxaan odhan lahaa nabadii qaali weeyaan nabad wax loo dhigaana ma jiro ilaahay nabaddaa uu ina siiyey inaan ku ciyaarnana maaha nabadi waa qaali ilaahay baa ina siiyey lagumana ciyaari karo waddankeenna nin waliba annaga arkayna jaarasha wixii ka dhacaya ilaahay baan ugu mahadinaayo dhantahay waa nabadu dadka dhan saaman ugu wacdinayna nabad u sheegno nabaduna cid waliba way garanaysaa hadde wallahi macaan tahay waxaan dadkaan leeyahay jeenkana inay nabadda ay si fiican ninka weydii fuun iibso ninka yarku dadabad wax kuma iibini wadana jarkina halkan dhibaato ka dhacaysa. Il est temps de retrouver l'appel de la prière à l'Asr. Je vous retrouve juste après. Pour la suite de ce journal, de ce début de week-end. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, au Kenya, l'université de Garissa, où 148 étudiants avaient été tués au mois d'avril dernier, vient de rouvrir ses portes. Commentaire de Mohamed Issa. L'université de Garissa, dans le nord-est du Kenya, où 148 personnes avaient été tuées en avril 2015 par un commando de militaires somaliens du mouvement islamiste Al-Shabaab, vient de réouvrir ses portes. La grande majorité du personnel a répondu présent et les étudiants devraient faire leur retour lundi prochain pour la rentrée effective. Selon le directeur de l'université, Ahmed Osman Warfa, l'université accueillait quelques 800 étudiants avant le massacre. Les conditions de sécurité ont été renforcées avec la construction d'un poste de police au sein même de l'institution, selon M. Warfa. Une clôture extérieure est également prévue. L'attaque sur l'université de Garissa le 2 avril 2015 est la plus meurtrière jamais menée au Kenya par les Shabab. Sur les 148 victimes, 142 étaient des étudiants, la plupart exécutés de sang-froid. Le Kenya est l'une des cibles privilégiées des Shabab depuis octobre 2011, date à laquelle Nairobi a commencé à fournir un contingent militaire à la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, qui compte environ 22 000 soldats. Les Shabab sont également responsables de l'attaque menée contre le centre commercial Westgate à Nairobi en 2013 et qui a fait 67 morts. Et au Proche-Orient, la vague de froid arctique qui frappe plusieurs pays, dont le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine, risque d'entraîner de nombreux morts parmi les réfugiés qui sont déjà très affaiblis et ne trouvent plus à manger ou qui vivent dans des tentes de toile. Commentaire également de la Danasso cette fois-ci. Dans un pays en guerre comme la Syrie, la morsure de l'hiver rend le quotidien plus difficile. Le nord-ouest du pays est frappé depuis le début du mois par un froid polaire, une tempête arctique qui s'accompagne de fortes chutes de neige. Dans certaines zones assiégées par les forces gouvernementales et le milice chiite du Hezbollah, les gens meurent de faim. Aucune aide alimentaire n'a pu être introduite depuis 7 mois. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux a été tournée à l'attaquer dans un camp de réfugiés. Se chauffer est devenu la priorité, un besoin vital, et spécialement pour les enfants et les personnes âgées. Je viens des montagnes kurdes, dit un homme qui souligne qu'il a fallu plusieurs jours pour s'organiser afin de tenter de lutter contre le froid. Il fait moins de 10 degrés et il neige. On est ici depuis 4 ans, ajoute un autre. On souffre car toute l'aide est désormais donnée aux nouveaux réfugiés. On manque de tout. On n'a pas de bois, pas de chauffage et pas de nourriture. La situation est également très difficile dans les camps de réfugiés gérés par les Nations Unies, comme celui de la plaine de la Beka, au Liban. Selon les Nations Unies, près d'1 million de personnes, des réfugiés libanais, syriens et palestiniens, ils sont particulièrement en danger cet hiver. C'est tout pour ce journal de la rédaction. Restez avec nous, ne bougez pas. Tout de suite, c'est les minutes du focus de Idriss Adeyta Mohamed. Nous, voilà ensemble Idriss Adeyta Marjan sur le plateau. Bonjour Idriss, bienvenue sur ce plateau. Et nous allons parler maintenant. Nous allons revenir sur la construction de l'avion
même dans ce continent noir en Afrique. Mais tout d'abord, on va parler du lobby d'armes à feu aux États-Unis où Barack Obama, on a vu partout dans le monde, Barack Obama brisé dans un discours. Dans une voix brisée, le président américain a souligné la nécessité de ressentir l'urgence d'agir sur la question du contrôle des armes à feu aux États-Unis. Barack Obama. Donc, Barack Obama n'a pas pu retenir ses larmes, alors donc qu'il annonçait comment vous dire, ce problème d'une série de mesures sur le renforcement des armes. Il n'a pas pu retenir ses armes alors qu'il a annoncé une série de mesures sur le contrôle des armes à feu. Le président américain est à Paris particulièrement ému au moment d'évoquer les fusillades meurtrières, devenues presque quotidiennes dans son pays. Nous devons ressentir, je cite, l'urgence absolue maintenant, car les gens meurent et les excuses constantes pour l'inaction ne marchent plus, ne suffisent plus. Alors c'est Barack Obama, en citant Martin Luther King bien sûr, lors d'un discours à la Maison Blanche. Évoquant vers la fin de son discours, les enfants abattus par un déséquilibré à l'école de Sandy Hook en décembre 2012. Le président a essuyé quelques larmes. À chaque fois que je pense à ces enfants, ça me met en colère, a-t-il dit. Une séquence forte qui ne manquera guère de faire le tour du monde, alors que le président américain est souvent pointé du doigt pour son impuissance sur la question des armes à feu. Une série de décrets sur les armes à feu sont été déjà adoptés. Donc pour faire taire les critiques, le président américain est donc décidé à passer à l'action, donc Idriss. À l'action, oui. Barack Obama qui a annoncé lors de cette conférence une série de mesures visant à réformer les contrôles des armes, a également estimé que les lobbies des armes ne peuvent pas prendre l'Amérique en otage. L'initiative de ce président, à la portée pourtant limitée, suscite en Amérique une véritable tempête politique. Et nous allons parler tout à l'heure à 11h, tu m'avais parlé d'une voiture 4x4 construite entièrement par le continent africain, notamment par le Ghana. Et cet après-midi, tu vas me parler d'un avion construit également sur le continent noir, dans le continent noir. Pays, c'est la Sud-Afrique. C'est l'Afrique du Sud. D'accord, c'est l'Afrique du Sud qui s'est mis. C'est l'Arlac, ça s'appelle l'Arlac cet avion. Il est sud-africain et il plane dans les airs de la nation, arc-en-ciel, depuis le 13 août 2014. Arlac, ou avion léger de reconnaissance de haute performance, est le premier avion 100% africain. Son design, bombé, lui donne des allures d'un grand insecte. Il peut par ailleurs abriter un pilote et un passager. L'avion a été conçu pour des opérations militaires comme la surveillance aérienne. Il peut aussi accomplir des missions de gestion et de prévention des catastrophes naturelles et environnementales, de sécurité intérieure et maritime, ainsi que des contrôles des frontières. Les premiers vols d'Arlac permettraient à ses concepteurs d'évaluer ses performances. Il sera ensuite équipé de systèmes armés qui feront aussi l'objet d'évaluation dans un second temps. Selon elipafrique.com, l'avion serait vendu à 10 millions de dollars. Arlac est l'aboutissement d'un projet entamé en 2011 et autour duquel une soixantaine d'ingénieurs africains ont travaillé à sa conception ainsi qu'à sa fabrication. Il aurait coûté plus de 200 millions de dollars aux deux sociétés conceptrices. Les pays de l'OTAN ont déjà manifesté leur intérêt pour les joyaux en raison de son coût très bas. C'est une bonne nouvelle que tu nous annonces. Et bravo aux Sud-Africains qui ont concrétisé ce concept, ce rêve. Merci également Idriss, très bon week-end à toi. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Restez avec nous. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Ahmed Humed et Negat Fouad. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Bye bye. À très vite. Bye bye.